Bonjour à tous, ici Den, tout seul pour cette vidéo où mon but va être de donner une note objective sur les 7 quêtes. Pourquoi je le fais sur les quêtes? 1 parce que ce sont les cartes qui définissent un peu l'extension, c'est la nouvelle mécanique, c'est la hype totale. Parce que ce sont possiblement les 7 meilleures cartes de l'extension. 9 pardon, il y a 9 quêtes et parce que ce sont des cartes qui vont définir certaines classes qui ne seront jugées qu'en fonction de leur capacité à valider cette quête. Voilà. Comme toutes les quêtes sont des sorts, on va partir en fonction des sorts. Jamais imaginer faire une double matrice, c'est-à-dire que quand c'est une créature qui enfin, on va en fait la noter 2 fois, c'est-à-dire noter que la carte à 1, puis noter la récompense. Le problème, c'est que si on note que la carte à 1 sans la récompense, bah, c'est juste une carte de merde, en fait. Pour 1, faites quelque chose. Voilà. Du coup, on va tout noter ensemble et on va partir du principe que, c'est l'effet de la quête, dont on prendra évidemment en compte le coût. Mais voilà, par exemple, ici, on va partir du principe que le réveil des faiseurs coûte 6. Voilà. Donc, on va commencer avec la quête prêtre, parce que c'est la première dans la galerie de Jejip. Alors, effet. Amara, gardienne de l'espoir. Pour 5, une 8-8 provocation. Fait passer les PV de votre héros à 40. C'est un effet qui est sacrément puissant. On a une créature qui est complètement pétée pour 5. Faire passer les PV du héros à 40 en prêtre, c'est assez insane. On va lui mettre un bon gros 8,5 je pense en termes d'effet. De toute façon, elles vont toutes avoir des notes complètement folles, hein, soyons honnêtes maintenant. Synergie. La quête prêtre est peut-être une des quêtes qui a le plus de synergie. Ça va parfaitement dans le prêtre, qui a encore récupéré des râles d'agonie, qui est une classe qui utilisait déjà Enzot, excusez-moi, et qui est une classe lente, qui peut se permettre de prendre le temps de résoudre sa quête, qui est aussi quelque chose qui va très très bien avec les râles d'agonie. Donc la synergie, je vais mettre 9,5, sachant que je pense que je ne mettrai jamais 10. Parce que 10 c'est la carte parfaite, et les cartes ne sont jamais parfaites. C'est-à-dire pour avoir 10, il faut que ce soit un rapport de 0. C'est-à-dire qu'il va définir oui, c'est-à-dire en gros si 9,5, mais c'était mieux s'il fallait en invoquer que 6, c'était mieux s'il fallait en invoquer que 5, que 4, que 3, et cetera. Et value fois coût théorique, pour 6, j'ai une 8-8 provocation qui passe les PV de mon héros à 40. Bonne value ça. Très très bonne value ça. Alors on n'est pas dans la value infinie, donc ça peut pas être 10. Une 8-8 pour 6, en termes de statistiques, c'est totalement insane. Ça coûte pas trop cher pour ce que c'est. On va y mettre 9, hein. Donc note moyenne, avec une moyenne de 9, la quête prêtre sort à 27. Maintenant, je m'attends pas à ce que le metagame change trop dans la prochaine extension. En aggro, on va avoir Zo qui va dominer le méta, donc logiquement, il va faire exploser le pourcentage. Il y aura peut-être encore quelques guerriers pirates. Je suis pas sûr de ça. Et voilà, peut-être que l'aggro va descendre à 30%. Mais la popularité de Zo me fait un peu peur. Midrange, je vois Druidjad encore fort, je vois Chaman élémentaire très fort, donc pareil. Et contrôle, je vois guerrier quête avec le guerrier quête taunt, et je vois prêtre des Frattle. Le problème c'est que prêtre je le vois un peu clunky maintenant que je les build avec des créatures qui sont pas très solides et juste Enzot. Donc pour l'instant le contrôle je vois vraiment que guerrier, mais je pense qu'on peut faire, allez, on peut faire 35-25. Mais je vois vraiment midrange être au-dessus, parce que Chaman élémentaire va être très populaire. Donc on va changer un peu ça. Donc c'était 35, pas 45. Donc, contre aggro, cette quête. Il faut jouer des râles d'agonie, c'est assez fort contre aggro, même si c'est un peu lent. Mais la récompense éclate la tronche d'aggro. Si on le fait tour 5 contre aggro, on lui dit voilà, je suis à 40 PV, tu ne me tues jamais. Après, les quêtes contre aggro, elles auront toutes le même problème, c'est qu'elles impliquent de passer le tour 1. Et en prêtre, comme ton premier râle d'agonie coûte 1, il faut choisir entre jouer une 1-1 pour 1, qui a un râle d'agonie certes, mais du coup être sur le board ou jouer ta quête, à moins d'avoir la pièce et jouer les deux. Donc en gros, si tu te dis ah c'est un aggro, il faut absolument que je développe le board, tu joues pas ta quête, et du coup ta quête devient invoque en 8 puisque le premier n'est pas compté, soit tu joues ta quête et tu dis à l'adversaire eh ben prends le board moré. Mais la récompense est quand même assez folle contre aggro, donc je pense qu'on va lui mettre un bon gros 9 contre aggro.
Contre mid-range, c'est fort, mais on n'est pas dans la, on n'est pas fou. Pourquoi? Parce que justement, là, le fait que les râles d'agonie ils soient très lents, ça veut dire qu'on n'a pas le board, et prêtre, à part la potion de dragon, il va pas avoir grand chose pour viser. Alors Amara va permettre de stabiliser, mais un deck mid-range, une fois qu'il a le board, 40 PV c'est long, ça peut donner beaucoup de temps au prêtre. Donc c'est fort contre mid-range, c'est un peu moins fort que contre aggro. Donc je pense que contre mid-range c'est 8. Quelque chose par là. Voilà. Et par contre le problème de cette quête c'est contre contrôle, elle a quasiment... La récompense n'a quasiment aucune valeur. C'est une très bonne carte, hein, mais contre contrôle, la personne s'en fiche en fait. Voilà, typiquement le méta contrôle, ça va être guerrier. Bah, guerrier, il te regarde et non, m'en fiche. M'en fiche complètement. Donc je pense que contre contrôle, cette quête. Alors les Death Rattle, etc. vont avoir la synergie qui vont être fortes contre. C'est-à-dire les créatures que tu vas invoquer pour la quête vont être fortes contre contrôle. Mais la quête en elle-même va pas apporter une plus-value exceptionnelle. Donc je pense contre contrôle, cette carte c'est un 6. Voilà. Alors, 9 fois 35, ça va faire 3,1 je pense. Bah, 33%, ça fait 3, donc pour les 2%, on va lui attribuer un 0,1. Ça c'est 3,2. Et 6 divisé par 4, ça va faire 1,5. Et donc on a une note de 6, 7, 7,8. Qu'on rapporte à 30, qui fait 23 fois 7, 21. 8 fois 3, 24. Donc ça fait 23,4. Et donc la quête prêtre, on va les noter ici. La quête prêtre, elle vaut 50,4 sur 60. Ce qui déjà a un mérite, à un niveau de solidité assez exceptionnel. Hop. Alors, Pyro, on s'en fiche, le volcan, on s'en fiche, le sang, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. C'est bien, ça fait voir toutes les quêtes. Alors, la quête démoniste. Bon, celle-là, je l'ai déjà faite. J'ai fait la démoniste et la guerrier hier pour préparer la vidéo, voir ce que ça valait. Et pour préparer aussi une autre vidéo. Mais je vais voir si je tombe sur le même chiffre du coup. Alors, l'effet. Ouvre un portail qui, à la fin de votre tour, invoque 2 diablotins 3-2. Un portail permanent. Le portail est lent, mais le portail a un énorme avantage, c'est que ton tour 5 n'est pas perdu. Sur ton tour 5, tu invoques quand même 2-3-2. Ce qui n'est pas fou, mais ce qui contre aggro te donne quand même une certaine versatilité pour trade. Et ensuite, contre tous les autres decks qui t'ont laissé le temps, c'est assez ouf. Donc on a un effet qui pour moi vaut 9 ou 9,5, parce que c'est value infini, tout simplement. Donc on va le mettre à 9. Parce que... Ah, je sais même pas, c'est 9,5 l'effet, hein. C'est totalement fou comme effet d'avoir créature infinie sur un truc inciblable en fait. Surtout ça en fait, le portail est inciblable. Tu ne peux pas tuer le portail. Si le portail était tuable, l'effet serait un peu moins fort. Mais ça provoque un portail inciblable. Enfin, un portail permanent. Vous vous rendez compte? Le mot permanent rend tellement la carte plus forte. Synergie. Et ben la quête va directement dans un deck qui existe déjà, qui joue de la défausse, et qui maintenant en plus va être récompensé parce qu'il a défaussé. Du coup, de ce point de vue-là, ça pourrait être un 10. La seule chose pour laquelle je mets pas 10 à cette carte, c'est que ça demande à Zo d'investir un mana dans autre chose qu'une créature en début de match. Et ça pour Zo, c'est un vrai problème, parce que Zo, au début du match, il va utiliser tout son mana très efficacement pour mettre son adversaire sous pression et commencer l'effet boule de neige. Donc la synergie, je vais lui mettre que 9, parce que justement, je lui fais perdre un point à cause du fait que tu dois investir un mana dans autre chose que développer ton terrain en Zo. Ça pourrait même valoir 8,5, un truc comme ça. Value théorique. Donc l'effet vaut 9,5 pour un coût de 5. C'est pas beaucoup, je trouve. Donc là aussi, la value théorique, je vais lui mettre 9,5. Et du coup, cette carte, elle va perdre 2 points et elle va être à 28 dans le contexte général. Ah oui, d'ailleurs, non, je tomberai pas sur la même note en fait, parce que quand je les avais fait sur le méta actuel, j'avais encore 40% et 20%. Alors, contre aggro. Contre aggro, je pense que c'est là qu'elle est la moins forte.
comme on l'a dit, parce que tu dois investir un mana dans autre chose que développer le board en début de match, et parce que ça te donne un tour 5 qui est relativement faible. Après, l'avantage, c'est que si t'es pas mort tour 5, tu peux trade toutes ces créatures à l'infini. Donc je pense que contre aggro, la quête vaut 7,5, quelque chose comme ça. Ouais, je mettrais quelque chose comme 7,5, pour ce point de mana que tu investis dans autre chose que le board au début de match, en fait. Midrange. 2-3-2 à tous les tours contre midrange, c'est absolument totalement insane. C'est la case où j'ai le plus envie de mettre 10. Avec contrôle, en fait, les deux sont super folles. On va dire contre midrange, je vais lui mettre que 9,5. Parce que justement, eh ben, ce mana que tu as investi au début, tu peux te faire bullshit. Parce que le portail tour 5 est un peu lent. Donc si l'adversaire fait un tour complètement fou, par exemple qu'il finit sa quête lui aussi, et ben il aura plus de valeur sur son tour 5, et donc il peut snowball le match quand même. Donc voilà, oui, parce que le tour 5 et le tour 1 sont un peu faibles, on va mettre 9. Par contre, contre contrôle, tu t'en fiches complètement de passer ton tour 1, et tu t'en fiches complètement de même si tu devais passer ton tour 5, donc malheureusement, je crois que ça va être le seul 10. Contre un deck contrôle, c'est absolument fou. Donc, on a divisé par 3, ça ferait 2,5. Donc on va lui mettre 2,6. Oui, pour le 35%, en fait, je fais 33% et je lui ajoute un dixième. Malheureusement, faire un fois 3,5 divisé par 10, là, je me... Oh, remarque. Fois 3, ça fait 22,5. Divisé par 2, ça fait 3,5. Non, 3,75. Donc 22,5, 25,5. 26, 25. Voilà, ça fait 2,65. Wow, 2,6 quoi. Oui, ça fait 2,65 normalement. On va arrondir. 9 x 4, 36. Donc là, c'est un 3,6. Grand et solide. Et contre contrôle, et ben ça fait 2,5. Donc on a une quête qui vaut 5,1, 5,7, 8,7. 8,7 x 3, 8 x 3, 24 et 21. On a une quête qui vaut 26 en metagame. 1. C'est ça, hein, oui, 26,1. Et du coup, si on additionne les deux, la quête démoniste vaut 54,1. Je crois que j'étais à 54,3 quand je l'avais tourné hier avec les autres pourcentages. Voilà, parce que je crois que j'avais mis des notes un peu plus hautes à aggro, mais en parlant, je me rends compte que j'avais peut-être tort. Voilà. Alors, la prochaine. Elise qui pourrait être une quête aussi d'ailleurs, tu vois. Pourrait être rigolo. Mais... Ah bah ils nous ont pas donné des quêtes tout de suite quand même. Ah, la quête Murloc. Alors, la quête chaman. Effet. Effet, ça me donne une 8-8 pour 5 qui remplit ma main de Murloc. Alors, déjà, en synergie, c'est un 10. C'est l'un des meilleurs effets de synergie. Méga Aileron est l'une des cartes qui synergisent le plus, parce que les Murlocs, c'est une des meilleures synergies du jeu quand tu peux flood le board avec. Donc oui, en synergie, cette carte a 10. Je pense que c'est la meilleure quête en termes de synergie pure. En termes d'effet, l'effet est un peu contré par Météor. Il y a beaucoup de zones. On commence à rentrer dans les zones. En fait, c'est une carte qui est un peu comme la quête Paladin, mais en moins abrupte, va dire je gagne bientôt. Voilà, c'est une quête qui doit te faire gagner bientôt. Mais l'effet est quand même très fort. Il y a de la value, il y a une grosse créature. Je pense que l'effet vaut un bon 8,5, 9. On va mettre 8,5. Pourquoi? Parce que c'est un effet en 2 temps en fait. C'est pas une quête qui, par exemple, comme le mage, comme le démoniste, qui ensuite, une fois que tu l'as payé une fois, imaginez que ça vous génère des murlocs à tous les tours. Voilà, c'est une quête qu'il faut payer les murlocs. Alors c'est pas grave, mais ça veut dire qu'à un moment tu vas plus en avoir. Si l'adversaire tue Méga Aileron et ensuite il arrive à tenir les 2 tours où tu vides ta main de murloc, tu peux tenir. Mais en fait c'est vrai qu'en le disant comme ça vaut 9. Hein. Valeur théorique, ça coûte 1.
Mais le coût, c'est quand même 10 Murlocs. 10 Murlocs, c'est beaucoup. Et c'est peut-être l'une des seules quêtes, en dehors des quêtes contrôle, qui sont prêtres et paladins, que je me vois du mal à compléter tour 5. Si j'ai pas la tour 4, la carte qui invoque 4 Murlocs. Et même avec ça, je pense que Megaleron ne verra quasiment jamais un board tour 5, à moins que je me fourvoie. Et alors, il faudrait faire pièce 4 Murlocs, into 4 Murlocs. Mais voilà, déjà sans la pièce, je la vois pas. Avec la pièce, peut-être. Et c'est quand tu touches une carte spécifique dans ton deck 2 fois. Donc on n'est pas sur des gros pourcentages. Du coup, le coût est quand même assez élevé. Donc je pense que le coût, c'est un 8. Parce qu'en termes de coût, c'est celle qui te demande le plus gros effort de deck building. Donc c'est quand même une carte qui va s'en sortir avec un joli 27. Contre aggro, les Murlocs sont historiquement très forts contre aggro parce qu'ils se boostent entre eux, parce qu'ils forcent l'aggro à faire des trades. Voilà, on l'a vu dans l'extension actuelle, Finja était une excellente mécanique contre aggro. On a vu le guerrier pirate avec le package Finja qui était un très bon anti-guerrier pirate. On a vu le voleur avec Finja qui était un très bon anti-guerrier pirate. Excusez-moi. Et on a même vu Druide l'intégrer aussi avec des rugissements, etc. Donc contre aggro, cette quête elle est solide. En plus elle te donne une 8-8 pour 5 que aggro normalement ne sait pas gérer. Donc contre aggro, je lui mettrai 9. Midrange. Je pense que midrange c'est là où les Murlocs sont le plus forts. Parce que l'adversaire il veut développer son board. Et tu lui dis non, tu développes pas, tu me gères, et tu me gères. Contre des decks comme Druid, ça va être extrêmement fort. Contre des decks midrange comme Shaman, ça va être un peu moins fort parce qu'il a des zones. Donc, mais c'est exactement du tempo swing cette quête en fait. Donc si c'est exactement du tempo swing, c'est pareil, on lui met 9 ou 9,5. Et contre contrôle, c'est là où c'est, je pense, le moins fort. Les Murlocs ont du mal contre contrôle. Parce qu'il y a du hard remove. Parce que les cartes sont efficaces. Il y a de la zone. Il y a des trucs qui enlèvent tes Murlocs. T'arrives pas à créer ta synergie. Donc contre contrôle, on va lui mettre 5. Voilà, malheureusement. Parce que voilà, guerrier, il aura baston. Parce que prêtre, il va avoir potion draconique. Il peut avoir la Nova. Il y a des petites cartes au début. Voilà, il y a l'âge de guerre. Il y a le mot de pouvoir. Toutes ces cartes-là qui vont pouvoir cibler tes Murlocs les plus importants. Et réduire ta valeur au fur et à mesure du match. Et ralentir ta progression. Donc là, on a un 3,1. Là, on a du coup 36. 3,8. Si je dis pas de bêtises. Et là, on a 1,25. Donc on divise par 4. Et donc, ce qui nous fait une note de 6,9, 7,9, 8,15. Ouais. Du coup, 24. Et le 15, ça fait 24,45. Donc ça fait 51,45. Donc on voit quand même que cette quête, elle est très bien notée. Hein. La quête chaman, je pensais pas qu'elle serait aussi bien, mais maintenant que je la fais, je me rends compte que cette quête chaman a un potentiel quand même assez énorme. La quête voleur. La quête voleur. J'espère que je vais arriver à rester objectif sur celle-là, parce que je vous avoue que comme j'ai beaucoup de mal à visualiser comment on la remplit, j'ai peur de lui mettre des notes qui sont basses, parce que tout simplement je n'ai pas eu la capacité de voir toutes les synergies qu'il y a avec. Et donc je pense que c'est la carte pour laquelle la note, en tout cas ma note, est le plus à prendre avec des pincettes. Voilà. Alors, effet. Pendant le reste de la partie, vos serviteurs ont 5-5. Je le paye 5. Donc déjà, je pense que c'est pas le meilleur effet du jeu, hein, loin de là. Pourquoi? Eh ben parce que c'est une carte qui le tour, c'est la seule carte pour moi qui le tour où tu la poses vaut 0. Voilà, le tour 5 il vaut 0. Sauf si tu as des créatures sur la table, mais si tu n'as pas de créatures, cette carte au tour 5 ne fait rien. Et ne rien faire, ce n'est pas possible. Donc voilà, pour moi c'est une carte
qui en termes d'effet va avoir la moins bonne note. C'est pas un mauvais effet, vos créatures sont des 5-5 jusqu'à la fin de la partie, c'est énorme. Mais il faut bien partir du principe que tu t'es pété la tête à faire ta quête, et si tour 5 t'as pas le board, en plus tu passes ton tour 5. C'est cher, du coup je pense que ça va être un 6,5 en effet. Synergie. Il y a beaucoup de synergie avec le voleur, mais ça rend ton deck beaucoup plus faible. Voilà, c'est pas comme la quête Murloc ou la quête démoniste, que tu mets dans un deck qui est quasiment déjà fait, qui est ok, pas très fort. Pour le chaman, le deck chaman Murloc, pour l'instant on a du mal à voir si c'est très fort. Mais qui peut faire des trucs, voilà, tu ne changes pas 15 cartes du deck pour ça. Là, tu vas devoir faire un effort de deck building assez énorme, donc c'est pareil en termes de synergie, pour l'instant je lui mets 6. Et la valeur fois coût théorique, la valeur est potentiellement très forte, mais le coût, voilà, 5 c'est aussi assez cher. Donc en termes de value théorique, pareil, elle va prendre un 6, 6,5. Bah avoir que des 5-5 pour 5, c'est fort. Allez, c'est fort. Allez, on va lui mettre un 7. Allez, parce qu'une fois que c'est fait, c'est pas mal. Donc 6 et 6, 12. Donc elle a 19,5 de note moyenne. Voilà, on voit déjà que c'est beaucoup plus bas que le reste. Contre aggro, je suis désolé, mais cette carte est une catastrophe, à moins que tu joues des taunts. Et si tu joues des taunts, eh ben tu t'es pas embêté à faire des remontées, descendre, machin, truc. Donc à moins que je rate complètement le truc, cette carte est une catastrophe contre aggro et va donc prendre un 4. 4 parce que les cartes que tu remontes en voleur, il y a des cartes comme S6-7, il y a beaucoup de petits sorts, du backstab, des choses comme ça. Et les cartes qui combattent sont des cartes qui coûtent pas trop cher, donc voilà, c'est pas un 0 parce que tu laisses l'aggro complètement se développer, mais je pense pas que ça a les moyens contre aggro. Contre midrange. Contre midrange, c'est pas mal. C'est mieux parce que la personne te laisse un peu plus de temps. Tu vas pouvoir faire tes combos sans risquer de mourir. Et une fois que toutes tes créatures sont des 5, tu peux commencer à récupérer la table, etc. Donc je pense que contre midrange, on peut donner la note de 6,5. Et contre contrôle, c'est là que ça va être sa meilleure note. Parce que tout simplement, ils vont te laisser le temps. Ils vont te laisser le temps de faire ta quête. Et du coup, eh ben, ça dit à l'adversaire, eh ben, tu vas gérer des 5-5 jusqu'à la fin de la partie. Et ça, c'est très fort. Alors malheureusement, il manque un moyen d'avoir énormément de créatures en infini, vu que Game Gup s'en va. Mais je pense que contre contrôle, c'est sa meilleure note. Et on va lui mettre 8,5, 9. Ouais, des 5-5 toute la partie, il te laisse le temps, etc. Je vais lui mettre 9. Et du coup, on a 4 x 3, 12, donc 1,3. 6 x 4, 24 et 2, on a 2,6. Et un quart de 9, 2,25. Voilà, donc on a une note de 3,9, 5,9, 6,15 x 3, ça fait 18,45. Et du coup, la quête voleur qui hérite de la, pour l'instant, pire note et de très loin, qui est 37,95. 38 quoi. Voilà la moyenne, hein. Même cette quête là elle est au-dessus de la moyenne comme carte, hein. Donc mais voilà, la quête est vraiment beaucoup de problèmes. Ah, une quête qui typiquement doit porter la classe. Voilà, cette quête là, elle dit chasseur il revient, c'est grâce à ça, ou il revient pas. Alors, je vais être plus sévère que la majorité des gens avec cette quête, je pense. Parce que moi, il y a un truc qui m'embête avec cette quête, que j'entends personne dire. Mais. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe du coup. Mais voilà. L'effet. Je joue 7 tour 1, j'ai une 8-8 pour 5. Et j'ai 15, 3-2 qui me pioche une carte pour 1 dans mon deck. Je pense déjà qu'en chasseur, c'est là où la pression va être la plus forte. Et que c'est là où du coup, le besoin d'enlever la 8-8 pour 5 sur le tour va être le plus pressant pour l'adversaire. Cependant, la mécanique des 3-2 là. Si tu joues ta quête tour 5, enfin si tu valides tour 5 et du coup tu fais Karnassa, ce qui est ton objectif, tu arrives tour 6 et tu as vu soit 9 cartes de ton deck si tu avais la pièce, soit 8 cartes de ton deck si tu n'avais pas la pièce. Ce qui veut dire que tu as 22 cartes encore dans le deck au moment où tu arrives au tour 7.
ou 21 cartes. Donc si tu as 21 cartes, c'est-à-dire que tu en auras 36, et si tu en avais 22, c'est-à-dire que tu en auras 37, puisqu'on t'a mis les 15. Donc sur ton tour 6, à partir du moment où ce que tu veux piocher, c'est les raptors en chaîne, et envoyer du bullshit. Ce qui veut dire que tu as moins de 50% de chance de les piocher, puisqu'il y a plus de cartes qui étaient là pour la quête. Alors ok, on va dire que y a des cartes qui sont mieux. Voilà, mettons tu joues la 3-5 pour 5. Mettons tu joues Stampede, je sais pas, mettons tu joues Pistage. Voilà, on va dire que c'est pas 22 mauvaises cartes. On va dire que sur les 36, donc il y en a 15 que tu veux piocher qui sont les Raptors. Et on va t'en donner 3 de plus pour le deck building en tout genre. Donc on va dire qu'il y en a 18. Donc sur 36 cartes, on va dire que tu as 50% de chance de piocher une carte que tu veux. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup du tout, et ça pour moi ça remet un peu en cause l'effet de cette quête, et qui baisse un peu le prix de son effet. Alors pour moi la 8-8 pour 5 c'est là où elle est le plus fort, c'est en chasseur, mais l'effet je trouve qu'il est un peu à modérer, et c'est pourquoi l'effet je ne vais lui mettre que 7,5 ou 8, là où si ça avait remplacé le deck, j'aurais mis 10. Voilà, donc je vais lui mettre 7,5. Synergie, par contre, jouer 7 serviteurs à 1 cristal, c'est très très fort pour le chasseur en termes de synergie. Ça fait un deck un peu bizarre, mais la synergie, elle est définitivement là. Le chasseur, il sait faire. Donc c'est 9, c'est pas 10, parce que bah, la quête Murloc te dit juste de jouer les Murlocs, donc t'es libre. T'as beaucoup plus de liberté dans ce que tu joues. Je trouve que jouer des tours 1, c'est beaucoup plus réducteur que jouer des Murlocs. Valeur théorique, par contre, ça va être mieux que l'effet, parce que ça coûte pas cher. Et parce qu'une 5-5 pour 8 en chasseur, t'es très très content. Donc la valeur théorique, je pense, ça va être pareil, ça va être 9. Et du coup, cette carte s'en sort quand même avec 25,5 en note moyenne. Contre aggro, tu joues beaucoup de tour 1, normalement tu gardes le board, la 5-5, l'aggro, il est obligé de la gérer, parce que tu es un chasseur, et que du coup tu peux éventuellement lui faire la course. Donc contre aggro, je vois cette quête assez forte. Et on va lui mettre 9. Contre midrange, je vois cette quête très très forte. Non, contre aggro, je vais lui mettre 8 pour la simple raison qu'il y a le 50%. Et du coup, en fait, ben, si tu touches les raptors, ça vaut 10 parce que tu vas lui bullshit la tête. Mais si tu touches pas les raptors, ça vaut 3 parce que tu touches un tour 1. Donc, je vais descendre un peu la note. Contre midrange, c'est pareil, sauf que là, la 8-8, elle est encore plus forte parce qu'un midrange, il peut même pas l'ignorer parce qu'il t'aura pas mis assez de pression sur les 5 premiers tours. Donc, contre midrange, là, ça va valoir 9. Et contre contrôle, c'est un peu comme la quête Murloc, ça va être beaucoup plus dur contre contrôle. Donc je pense que ça va être un 5,5-6 contre contrôle. Et donc, on a 8, on a dit c'était 2,25, donc on va le mettre à 2,40 du coup, vu que normalement c'est 0,15 de plus. 9 x 4, 3,6. Et c'était 1,25 pour 5, donc on va le mettre à 1,30, je pense. Allez, 1,35, on est généreux. Ouais, 1,35. Même 1,40 en fait, parce que 25% de 0,25 c'est plus que 0,1. Allez, 1,4. Donc ça fait 6, 6,4. 6,4 x 3, 18, 20,4. Non, pas du tout. J'ai fait 0,4. 3 x 6, 18, 3 x 4, 12. 19,2. Oui. Oui, je fais 2 fois. Je fais x 6 l'autre. Voilà, 19,2. Et donc, la quête chasseur, elle vaut... Bon, elle est quand même dans les 40, largement. Pas que dans les 50 d'ailleurs. Non, elle est loin des 50. Elle vaut 44,7. Ce qui est quand même assez en dessous des autres, hein, au final. La quête chasseur, elle est un peu moins... elle est bien moins forte que la quête chaman quand on y regarde. Mon dieu, elle est même moins forte que la quête prêtre. Ça, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Bah, c'est sa valeur contre contrôle qu'il a un peu tanké. Ouais. Non, la quête voleur, la quête chasseur, je sais pas, je la vois... C'est peut-être moi qui suis biaisé, encore une fois, mais je vois quelques problèmes dans cette quête qui lui font largement baisser sa note. Après voilà, dans un méta midrange, elle sera évidemment beaucoup plus forte. Alors, la prochaine, si je dis pas de bêtises, ça va être la paladin. Voilà, la paladin. La paladin, normalement, on va se marier. Alors, la quête paladin, l'effet. Je lançais 6 sorts sur vos serviteurs. Ça a l'air dur au début, et puis ensuite on a vu les cartes, et puis on a fait le deck, il y a 10 sorts de buff qui coûtent 1, et il y a une carte qui te les rend. C'est trop fort.
au niveau de l'effet, et ça donne Galvadon. Galvadon qui a un effet qui est peut-être le meilleur tour 5. C'est mieux qu'une 5-5 pour 8. Enfin, c'est mieux qu'une 8-8 pour 5, pardon. Et lui, il gagne le match tout seul. Hein. Le plan de Galvadon, c'est je gagne le match. Laissez-moi tranquille, le match est fini. J'arrive, je plie le match instantanément. Et du coup, normalement, il ne te demande pas d'investir plus. Le désavantage, c'est que si Galvadon meurt, en toute logique, tu perds la game. Tu peux gagner la game encore, tu peux encore bullshit un truc ou deux, mais tu vas avoir beaucoup de mal. Donc, au niveau de l'effet, on va lui mettre un bon gros 9. Parce que c'est un effet qui peut gagner la game tout seul, mais quand il se fait gérer, il peut aussi te perdre la game. Donc un petit malus. Au niveau des synergies, ça synergise parfaitement avec le paladin. La récompense se joue toute seule en fait, c'est ça qui est très fort. La récompense, elle s'en fout complètement des synergies. Du coup, pareil, ça va être un 9. Parce que c'est pas aussi fort, aussi synergique que la quête Murloc, qui te remplit, qui te donne de la valeur, etc. Mais c'est quand même un truc complètement ouf. Et la valeur théorique, pour moi, Galvadon est le meilleur tour 5. Donc en termes de value théorique, comme ça peut gagner la game tout seul, je mets 9,5. Et du coup, elle va s'en sortir avec 27,5, qui est assez insane. Pourquoi je l'ai enlevé? Je ne sais pas. Hop, on va le laisser. Alors, contre aggro. Contre aggro, c'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que ça te demande beaucoup de synergie, parce que aggro va avoir plus de chance. En fait, le problème contre aggro, c'est que tu vas devoir jouer tes créatures à buffer et les buffer en même temps. Tu vas pas pouvoir poser une créature et espérer qu'elle tienne comme contre d'autres decks. Tu vas être obligé de les mettre comme ça. Et pareil, ça te demande de passer ton tour 1. Donc contre aggro, je pense que ça va être le moins fort. Après contre aggro, Galvadon qui sort taunt, bouclier divin et 18-18, ça va être très fort. Mais voilà, ça, je pense que contre aggro, c'est là où elle est la moins forte. On va lui mettre que 6,5. Même pas, on va lui mettre 6. C'est assez mauvais pour moi contre aggro cette quête. Parce que ça te demande de passer ton tour 1, parce que les créatures se font facilement trade, etc. etc. Midrange. Midrange, je pense que c'est une des meilleures quêtes contre midrange, parce que les decks midrange n'ont aucun moyen de gérer Galvadon une fois qu'il arrive sur le board, et que Galvadon, il va arriver et il va dire, bon, si tu mets pas un taunt, t'es mort, si tu mets pas un taunt que je peux pas passer, je t'éclate la tête. Donc contre midrange, je pense que c'est la quête qui est le plus proche des 10, donc je vais lui mettre 9,5. Et contre contrôle, c'est là que c'est un peu plus dur, parce que ça a potentiellement le même potentiel de bullshit que contre midrange, mais normalement contrôle a plus de réponses, et a aussi plus de hard removal pour tes buffs, tes boucliers divins et les choses comme ça. Contre midrange, si tu touches pas camouflage sur Galvadon, c'est pas trop grave. Contre contrôle, je pense que si tu touches pas camouflage, tu vas t'en mordre les doigts. Donc contre contrôle, on va la limiter un petit peu, on va lui mettre que 8,5. Voilà. Et je pense que la note d'aggro va largement baisser la note de cette carte. Alors, donc ça fait 2,1. Alors, 9 x 4, 36. Et bah, ça va faire 3,7. Qui est la meilleure note pour l'instant que j'ai vue. Contre midrange, 3,7. Ouais, parce que 5 x 4. 2, hein. Ah, c'est 8 en fait, 3,8. Mais 3,6 pour le 9, et ça se fait 0,2, donc oui, 3,8. Et on a dit c'était 2,25. Non, c'était 2,15 la dernière fois qu'on l'a fait, quoi. Bah, 25% de 8, c'est 2. Ouais, c'est 2,12, 2,125. Normalement, c'est ça l'exact. Bon, on s'arrangera. Alors, donc ça fait 5,9, 7,9. Eh ben, on va lui mettre 8, comme ça fait 24. Voilà, allez. Et du coup, la quête paladin, qui passe les 50, elle. Qui est à 51,5. Un tout petit peu devant la quête chaman. Je la trouve elle est un tout petit peu supérieure à la quête chaman, mais c'est des cartes qui sont un peu dans la même chose, mais comme on a pu voir avec la quête chaman est bien meilleure contre aggro, là où la quête paladin est bien meilleure contre contrôle, et c'est aussi vrai, parce que paladin est historiquement pas très fort contre aggro, c'est un deck qui adore le midrange, qui adore le contrôle avec des cartes de value, alors que chaman il a des cartes comme tempête de foudre, portail de maelstrom qui sont extrêmement fortes contre aggro, donc en fonction du metagame vous avez deux quêtes qui ont à peu près la même valeur et qui ont des match-ups différents, donc ça peut être très intéressant. On en a fait 6. Et on continue d'avancer. Allez, s'il vous plaît, la prochaine quête.
C'est bien la recherche de quête, ça vous permet de faire une petite pause, reposer le cerveau, faire votre propre analyse. Si vous voulez, vous n'hésitez pas à me dire si vous tombez sur d'autres notes, si vous n'êtes pas d'accord. Alors, ouais, on a fait une bonne grosse pause sur les quêtes. On est en train de se revoir toute l'extension. Il me semble que la quête guerrier arrive. J'ai refait cette galerie tellement de fois pour préparer les vidéos, les tops, les choix de cartes, etc. Je la connais quasiment par cœur. Alors, la quête guerrier. Jouer 7 minions taunt vous donne Sulfuras qui vous transforme en Ragnaros. L'effet est parfait en fait. Parce que les taunts, t'es pas pressé. En fait, elle a la même synergie. Elle a le même effet que la quête prêtre, c'est-à-dire quelque chose qui ne te punit pas pour avoir joué dans ton deck, sauf que l'effet est beaucoup mieux. Donc, j'ai presque envie de lui mettre 10. Je peux lui mettre 9,5 ou 9,9, pas lui mettre 10, mais je pense que l'effet c'est un 10. Synergie. Il y a un monde dans lequel la synergie de cette carte est pas top, c'est que à la différence de la quête chaman où tu vas la remplir très vite, les taunts en guerrier coûtent pas 2. Hein. Tu vas pas la remplir tour 5 ou 6. Donc c'est une quête que tu vas remplir plus vers les tours 9-10 que vers les tours 3-4. Donc c'est quand même une synergie assez lente. Et il y a quand même des decks qui peuvent te prendre de vitesse. Voilà, je pense notamment à Druidjad qui tour 10 quand il en est à mettre des 9-9. Et bah ça y est, ton pouvoir il est beaucoup moins fort. Contre Shaman élémentaire qui a un pouvoir héroïque qui va dire bah tous les tours, ton pouvoir héroïque je l'ai réduit au moins de 50%. Bah, si j'avais une créature, enfin parce que s'il y avait que ma tête, et ben, je fais un totem et hop, t'as 1 sur 2 au lieu d'avoir 1 sur 1 sur ta cible. Donc voilà, en termes de synergie, je la vois un peu plus lente, donc je vais lui mettre que 8,5 à la synergie. Value théorique, coût fois effet, coûte pas cher, parce que c'est un peu lent d'accord, mais c'est un 9,5 la valeur théorique. Et donc on sort, donc ça fait 10 plus 9, 9, on sort avec un 28, qui est je crois la meilleure note. Non, il y avait le démoniste qui était à 28,5, je sais plus. Mais voilà, on sort avec un 28 qui est ultra solide. Et voilà, et du coup ça fait que si elle sort avec un 26 ici, elle peut battre la quête démoniste. Contre aggro, cette quête ne sert à rien, mais elle n'est pas inutile, puisque guerrier ne fait quasiment rien de son tour 1 de base, et parce que ça te demande de jouer des taunts, et parce que ça te donne une arme qui est pas mauvaise contre aggro, ça peut te finir des choses. Et autre chose aussi, contre aggro, notamment contre la quête démoniste, j'y ai réfléchi. Et en fait, le truc, c'est que une fois que tu as bloqué le match, il faut quand même le tuer, le mec, et tu n'auras pas des taunts qui vont être très très forts. En tout cas, moi, dans mes listes, je mets des taunts qui ont beaucoup de vie, mais pas beaucoup d'attaque. Voilà, on a des drakes primordiaux, on a des choses comme ça. Et du coup, il va quand même falloir tuer l'adversaire, et cette quête tue l'adversaire, parce que t'es plus en risque de mourir. Alors ok, t'en as pas besoin, mais ça permet quand même de finir le match plus vite. Donc contre aggro, on va lui mettre 7. Voilà. Contre midrange. Contre midrange, en fait, le problème de cette quête contre midrange, c'est pas la quête. C'est le fait que ça te pousse à jouer guerrier contrôle, qui est pas très fort contre midrange, qui sont ses pires match-up. Mais sinon, la quête en elle-même contre midrange, elle est très très forte, et justement, elle aide le guerrier, donc je pense contre midrange, cette quête c'est un 9. Et contre contrôle, cette quête c'est un 10, il n'y a pas photo. En match-up miroir de contrôle, cette quête a le meilleur match-up, la meilleure chose contre contrôle. Tu joues contre un deck qui va pas mettre beaucoup de créatures et tu mets 8 par tour. Ragnaros c'était une des meilleures cartes dans un metagame contrôle, c'est pas pour rien, donc on va lui mettre 10. Donc, 7 divisé par 3, ça fait 2,33. Donc on va arrondir à 2,45. Même 2,5 du coup. Vu qu'on a arrondi les autres. 3,6. J'ai raté mon 3. Et 2,5 du coup, puisque on touche à rien. Du coup, ce qui nous fait 5, 8,6, 8,6 x 3, 24, 25,8, ce qui nous fait un 53. Ah, pourquoi je rate toujours le premier chiffre? Voilà, ce qui nous fait un 53,8, qui met la quête en deuxième position. J'avais posé les notes que j'avais fait pour ces deux quêtes sur Facebook. J'irai regarder si
c'est les mêmes. Pure curiosité, tiens, je vais aller regarder si c'est les mêmes notes que j'avais. Voilà, ça, vous allez être content, vous allez voir mon Facebook dans cette vidéo. Subrepticement, mais vous le verrez quand même. Hop. Quelle note j'avais attribuée? 52,3. Ah oui, en effet, elle a gagné pas mal. Et 51,3. Eh ben, elle a gagné aussi pas mal. Comme quoi, je l'avais fait un peu à la va-vite. Et c'est peut-être moi qui avais mal jugé les cartes. Mais vous voyez, la subjectivité fait que on change la note d'une carte d'une session à l'autre parce qu'on y repense, parce qu'on rajoute des choses, parce qu'on a évalué les autres quêtes aussi, tout ça, tout ça. Alors, on en a fait 7, il va donc nous rester druide, et si je dis pas de bêtises, mage. Alors, druide, effet, donne une 8-8, réduit le coût des créatures dans votre deck à 0. C'est l'un des seuls qui ne te met pas des cartes dans la main. Qui ne te donne pas de value immédiate en dehors de la 8-8. Alors c'est toujours mieux que le portail du voleur pour moi. Mais on est quand même sur quelque chose d'un peu faible. Le chasseur... En fait le chasseur aussi il a une 8-8 pour 5. Sauf qu'il a déjà des cartes qui coûtent 0. Et il dit en plus, moi j'ai la possibilité de cycler. En druide non, il faut avoir de la pioche pour que ce soit vraiment rentable. Le paladin c'est pareil. Le paladin il met une énorme carte sur la table. Et il dit... Les cartes dans mon deck, non je m'en fiche, la carte qui gagne la partie elle est juste là, elle est sur la table, elle est là, regarde, elle est là, pim, et elle fait t'es mort. La quête guerrier, c'est un peu la même chose, j'ai plus besoin de mon deck, tu vas poser quoi? Une créature à 0 par tour? Je paye 2, elle est morte. La quête démoniste c'est pareil, il a son deck, il va payer son deck, mais il a des 3-2 à tous les tours. Donc en termes d'effet, je la vois un peu inférieure, je vais lui mettre que un 7,5 au niveau de l'effet. La synergie en druide, il y a une synergie évidente, mais il y a aussi un énorme effort de deck building derrière la quête. C'est avec le voleur, je pense que c'est aussi le plus gros effort de deck building qui est demandé. Et encore une fois, ça demande à Druid de très très bien piocher. Parce que là, tu lui demandes de passer son tour 1. Ce qui veut dire... Bon, alors il perd Idole du Corbeau, il perd Racine Vivante, il perd tous ces bons tours 1 qu'il avait. Mais quand même, tu lui demandes de passer un tour. Pour peu que tour 2, il n'ait pas la croissance sauvage, ça fait un druide qui a rien fait de tour 1, ça fait un druide qui a rien fait de tour 2. Voilà, typiquement, druide, tour 1, tour 2, il est fort. Il peut être fort parce qu'il a innervation. Et des fois, tour 1, tu vas pas faire innervation parce que tu voudras jouer ta quête. Notamment, voilà, des tours où tu vas vouloir innerve un tour 3. Bah, si le tour 3 il a 5 d'attaque ou plus, tu vas faire ah, je vais jouer ma quête à la place. Et tu vas perdre du tempo. Donc en termes de synergie, malheureusement, je ne vais lui mettre que 6 ou 7. 6,5. Value théorique. Value théorique a une énorme value. Parce que tu peux potentiellement invoquer d'énormes dragons pour pas cher. T'as des cartes qui coûtent 10 qui vont coûter 0. Donc en termes de value théorique, c'est peut-être la meilleure note, la value théorique. On va lui mettre 8. Pourquoi je lui mets 8? Parce que Druide n'a pas forcément besoin qu'on lui mette des cartes à 0 pour jouer des gros tons. Si ça avait permis à Druide de jouer quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Mais Druide rampe a toujours existé. Ça va juste être rendre meilleur, ça va pas lui permettre d'exister. Et du coup, on a une note de 7 et 7, 14. On a une note de 22 quand même. C'est pas dégueulasse. Alors, contre aggro. Contre aggro, c'est une catastrophe cette carte. Tu passes ton tour 1. Druide est historiquement mauvais contre aggro. Tu passes un tour 5 à ne rien faire. Enfin, tu mets une 8-8 pour 5, mais il va pas la gérer. Et les créatures qui ont 5 d'attaque ou plus, il n'y en a aucun qui est taunt avant le tour 6. Peut-être je me trompe, mais je n'ai trouvé aucun taunt qui a 5 d'attaque ou plus avant l'Arakoa qui booste Cthulhu. J'ai pas trouvé. Alors tu peux mettre des grosses créatures qui ont beaucoup d'attaque, peu de PV, espérer qu'ils les trade pas et leur mettre taunt. Mais sinon, falloir jouer à l'innovation, Coco. Hein. Contre aggro. Donc contre aggro, cette quête, je la vois très très mauvaise. Et je vais lui mettre un 5,5. Même pas, je vais mettre 5 en fait. Contre midrange. Contre midrange, c'est mieux. Parce que des créatures avec beaucoup d'attaque, ça force le midrange à s'en occuper. Et donc, il développe pas, lui, derrière. Alors, il faut voir combien il va payer par rapport à ce que toi, t'as payé. Mais
Mais voilà, contre midrange c'est intéressant. Et puis une fois que tes créatures elles coûtent 0, contre midrange t'es censé lui péter la gueule. Donc je vais lui mettre un 8 contre midrange. Et contre contrôle... Contre contrôle je ne sais pas. Contre contrôle c'est un peu l'inconnu. Parce que... il va te laisser le temps de la remplir avec. Les quêtes, je pense, c'est le plus fort contre contrôle de toute façon, parce qu'il te laisse le temps de la faire, il va te laisser le temps de développer, etc. Mais ensuite, il faut piocher, quoi. Il va falloir jouer des menaces à tous les tours. Il va falloir avoir assez de menaces. Si contre contrôle, c'est très très fort cette quête. Contre contrôle, je vais lui mettre 9,5. Même si contre contrôle, tu joues Druidjad. Mais la quête en elle-même, il te laisse le temps, ça réduit le coût, donc tu peux jouer des sorts à tous les tours, tu vas pouvoir faire des super tours. Tu vas sûrement perdre beaucoup de mana. Mais voilà, si ton but c'est de battre contrôle avec cette carte, bah tu mets Isera dans ton deck, tu mets Onyxia, enfin tu mets des trucs complètement débiles. Et du coup, on a dit c'était 1,25 pour 5, donc on va mettre 1,4. Là on va mettre 3,2. Oh ça va, on va quand même avoir des notes assez correctes pour cette quête au final. Divisé par 4, on a dit c'était 2,25 pour 9. Et bah du coup ça fait 2,45. Et du coup on a 4,6, 6,6. Ça fait 7,05, donc ça fait 21,2, quelque chose comme ça. Ouais, enfin 21,05 x 3, 21,15. On va essayer de faire les choses bien. Et donc, la quête du druide qui obtient la note de 43,15. Je vais faire des espaces parce que c'est quasiment illisible. Tous les chiffres à la suite, j'arrive pas à les lire ensuite. Et il va nous rester la quête du mage. Le mage. Qui est, il me semble, dans les dernières cartes. Donc on va avancer. On aura revu toute l'extension ensemble en une seule vidéo. Voilà, je l'ai raté. Alors, la quête du mage, ça va être très intéressant à noter. Parce que je pense qu'elle va avoir une super note. Mais que le deck qui va aller avec va pas la permettre de la mettre en valeur. Donc en fait, la carte en elle-même va peut-être être la meilleure quête. Peut-être. Mais le deck ne sera jamais un bon deck. Et ça me désole un petit peu. Alors, effet. Joue un tour de plus. Big up, mana, c'est du mana en plus. C'est pas le meilleur effet, mais c'est un bon 9 l'effet. C'est un bon 9. Synergie, c'est là que ça m'embête le plus. Ça synergise avec des cartes du mage, mais sinon ça ne synergise pas la quête. La quête est très dure à faire synergiser dans un deck parce que c'est que des trucs aléatoires. Tu peux contrôler cet aléatoire avec des cartes comme la Discover, les choses comme ça. Voilà, et tu vas évidemment avoir un deck qui joue autour du fait que tu veux un tour de plus. Mais sinon, tu vas quand même te retrouver avec beaucoup d'aléatoires dans ton deck. Tu vas être dépendant de beaucoup de générations d'effets. Donc, ok, le deck est prévu pour, mais ça reste de l'aléatoire. Donc je pense qu'on ne peut pas lui mettre au-dessus du 8 en synergie. Et encore, je lui mets 8 parce que c'est mage. Hein. Vous mettez ça dans une classe comme guerrier ou autre, je lui mets 4. Value théorique. La value théorique de prendre un tour de plus, ça peut être 10. Mais la value théorique de jouer 6 sorts qui n'étaient pas dans ton deck, ça peut être 0. C'est ça qui est beau. Je pense qu'on lui met 8 à la value théorique. Parce que l'effet vaut 9, mais au final, ça ne te gagne... Enfin, le tour suivant, tu n'as que 5 mana et charge à toutes tes créatures, donc c'est très fort. Allez, 8,5. Je pense que ça vaut quelque chose comme ça. Et du coup, elle perd 1, elle perd 2, elle perd 1,5. Donc elle perd 4,5, ce qui fait 25,5 de note moyenne. C'est très solide. Mais ça ne peut plus être la meilleure quête à moins qu'elle fasse un 30 ici. Donc il faudrait 10, 10, 10. Je pense pas que ce soit possible. Contre aggro, cette carte, c'est une catastrophe. Ça ne sert à rien dans un metagame aggro. Le deck sera fort, mais cette carte ne gagnera pas le match contre aggro. Parce que tu dois le aussi. Attends, réfléchissons. Mais oui, mais c'est le deck en fait qui est fort. Mais cette carte est nulle contre aggro. C'est le deck qui est fort. Parce que c'est un deck dans lequel tu vas mettre des géants des montagnes, des géants de lave par exemple. Et du coup, cette carte va te gagner le match sur un combo débile. Mais cette carte, dans le match entier, n'aura rien fait. Et elle te demande de passer ton tour. Donc contre aggro, c'est un 4. Midrange.
Midrange, c'est intéressant. Contre midrange, je la vois intéressante, mais pareil, le mec va pas trop te laisser le temps. Alors passer le tour 1, c'est pas grave, mais tes sorts que tu vas découvrir, contre midrange, tu as besoin de flexibilité pour répondre à beaucoup de situations, et normalement tu vas avoir ça. Donc normalement je pense, mais donc cette carte est peut-être la plus forte contre midrange, et contre midrange, un tour en plus, ça peut faire des trucs complètement fous. Voilà, tu le tues pas, mais tu fais, je joue pour 5, mettons on arrive jusqu'au tour 10, je joue pour 5, je pose ça, je joue pour 10. À toi, un deck midrange matché 15 mana, c'est très 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 dur. Donc je vais mettre 8 contre midrange. Et contre contrôle, c'est là où la carte de gauche a le plus de valeur, parce que justement c'est là où t'es le moins puni. De toute façon les quêtes, je l'ai dit, c'est contre contrôle qu'elles avaient le plus de valeur, parce que plus le match dure et plus elles sont contentes, sauf les quêtes d'aggro. Contre contrôle, ils vont te laisser mettre en place ton combo, ils vont te laisser faire tout ça. Donc je pense que contre contrôle, c'est quand même un 9,5. C'est pas 10 parce qu'elle est fait random. Si c'était juste lance 6 sorts, ça aurait été 10. Voilà. Et donc, on a... c'est 1,33. Donc on va mettre 1,5. C'est 3,2. Et du coup, on a dit que c'était... c'était combien? C'était 2,25? Non, ça fait 10. C'est un peu moins que 2,25 du coup. 9,5 divisé par 4. 4 fois 2, 8. 1,5 divisé par 4. Divisé par 5, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 5. C'est un peu moins que 4. 4 fois 4, ça fait 16. Ouais, ça doit être 35. 0,35 j'imagine. Donc on a dit c'était 2 plus 35. Ouais, 0,35 fois 4. 70. Ouais, c'est 37,5, d'accord. Donc c'est 2,375. Ouais. Ouh, j'ai eu du mal celle-là. On sent qu'on arrive à la fin de la vidéo et que j'ai le cerveau qui a flambé. 4,7, 6,7, 7,75. 1,075, pardon. X 3, 21. Et ça va chercher du coup 225. Donc 21, 225. Ce qui nous fait une note de 46,725. Et voilà, on a noté toutes les quêtes. Et donc, on peut se rendre compte que, pour moi, hein, les gens peuvent être totalement en désaccord avec ça et donner beaucoup plus d'impact à l'effet ou autre. La quête démoniste est la meilleure quête. La quête guerrier est pas loin derrière. Assez surprenant pour moi. La quête chaman est très forte. La quête chaman est très très forte. La quête prêtre, je pense que je l'ai un peu surdotée, honnêtement. C'est surtout parce qu'il y a une énorme synergie avec le deck, en fait, qu'elle est si bien notée. Ensuite, on a les quêtes de milieu de paquet. Non, on a la quête paladin aussi qui est super bien notée. Eh oui, on a la quête paladin en haut. J'avais oublié. La quête paladin qui est 3ème. Voilà, la quête paladin et chaman qui se partagent la 3ème place. La quête prêtre, voilà. Au milieu du paquet, on a la quête mage et la quête chasseur. Je trouve ça assez cohérent en fait, qui sont pas loin l'un de l'autre, parce que ça va être deux quêtes qui vont produire un deck. Voilà, le deck ne va faire qu'un truc, ça va être un deck uniquement dédié à jouer à la quête, et quand ça va pas marcher, le deck va perdre, donc je trouve ça assez... En fait, ça se tient assez. En fait, démoniste et guerrier, ça peut être basé sur la quête, ça peut être des decks de tier 1. Chaman paladin, ça va être des decks de tier 1 ou du haut du tier 2 en fonction du méta. Prêtre, ça va être un deck de tier 2. On a voleur et mage qui vont être des decks de tier 3. Druide dans le bas du tier 3 ou le tier 4. Et malheureusement, voleur qui va être au fin fond des muqueuses du ladder. Et voilà. Et ben merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à tous les commentaires qui m'ont encouragé sur ce modèle que j'ai présenté. Ça me fait très plaisir parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur, puisque c'est des choses qui viennent de ma vraie vie et c'est des choses que je fais au quotidien. Je vous fais des gros bisous. On vous prépare sur Judgeship la vidéo des tops et j'ai noté toutes les cartes que vous vouliez que j'analyse avec cette méthode et je le ferai
c'est promis. Je sais juste pas si je le fais avant l'extension ou après, une fois que je peux faire la note de targeting un peu mieux. Mais comme c'est des cartes dans lesquelles vous m'avez donné les cibles, en fait, je peux le faire avant. Donc je ferai la vidéo sur les cartes que vous m'avez demandé de juger en détail. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et salut salut!